Philippe Lorange, effectivement, étudiant à la maîtrise en sociologie. Salut, ça va? Bonjour toi-même. Ben oui, absolument. Grande question que tu nous poses aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une diversité d'opinions dans le monde du journalisme? En effet, je pose des questions après la lecture d'un article dans Causeur, la revue française, puis l'article vient de Didier Desrimet. Et je l'ai vu tantôt, tout à l'heure sur Twitter. C'est un article très intéressant parce qu'on apprend qu'il y a des journalistes de différents médias de gauche qui en appellent à défendre la déontologie de la presse. Et pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils s'inquiètent de voir des journalistes de droite prendre une montée, allô? par exemple, par des revues comme Valeurs Actuelles. Je fais juste raccrocher, qui ont connu une importance grandissante dans les dernières années. Alors que Valeurs Actuelles, mettons, il y a 6-7 ans, c'était pas très bien vu. Mais là, depuis quelques années, c'est devenu comme la revue des jeunes de droite de France. Mm-hmm. Puis il y en a un qui a été expulsé récemment, qui est Geoffroy Lejeune, qui est rendu au Journal du Dimanche. Donc là, il y a des journalistes qui disent, regardez, ces gens-là, ils sont inacceptables parce qu'il faut défendre la liberté de la presse, l'indépendance de la presse et tout ça. Mais sous le couvert de cette revendication-là, dans les faits, ce que nous dit Didier Desrimet, c'est que ces gens-là veulent que le journalisme demeure la chasse gardée des gens qui pensent strictement à gauche. Puis on le voit, par exemple, justement, il montrait que l'École supérieure de journalisme de Lille, dans les Hauts-de-France, 87% des étudiants disent voter à gauche ou à l'extrême gauche. Donc, c'est l'extrême majorité. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on voit pas juste dans cette école-là, mais un peu partout aussi, là. Parce que, tu sais, ils parlent aussi également de les instituts d'études politiques un peu partout en France. C'est un peu la même chose. Tu sais, par exemple, celui qui a à Rennes, le syndicat qu'on appelle Solidaire, le syndicat des étudiants, soutenu par les antifas, qui a empêché la mise en place d'affiches autres que celles des écologistes et celles de la France insoumise. Donc, on voit qu'il y a vraiment dans le monde du journalisme ou des sciences humaines, non seulement au Québec, aux États-Unis, mais aussi en France, c'est pas mal très à gauche, ça campe beaucoup à gauche. Et il y en a plusieurs là-dedans qui vont se ramasser journalistes ou dans ces genres de métiers-là. Et donc, leur opinion, c'est qu'un vrai journaliste, c'est quelqu'un qui pense à gauche ou à l'extrême gauche. Donc, il peut pas voir des gens qui pensent différemment. Puis on l'a vu notamment aux États-Unis, quand il y avait Trump qui s'était lancé en 2015. Je me rappelle, les médias, il y avait des médias qui avaient dit, là, il faut tous se liguer contre lui. Donc, c'est normal de ne plus faire des affirmations objectives neutres. Oui, la neutralité journalistique, là, j'entends qu'on n'est pas là. Non, c'est ça. Quand Trump arrivait, mais là, les médias disaient on va se liguer ensemble contre Donald Trump. C'est normal qu'on dise notre opinion parce que cet homme-là est trop dangereux. Mais bon, j'ai envie de dire que si on fait vraiment face à un véritable danger, bien là, c'est là que c'est le plus important de connaître la vérité et non de connaître la version biaisée de ce qui se passe. Moi, je pense que c'est toujours important de connaître la vérité des choses, peu importe l'événement, là. Donc là, c'est ça que nous montre l'article. Puis justement, il parle de, par exemple, le Mediapart, qui fait beaucoup jaser en France, récemment, Mediapart disait souhaiter connaître les contributeurs de la cagnotte aux policiers, celui qui a tué Naël, donc le jeune Naël, il y a un mois de ça. Et donc, on se rappelle qu'il y avait une cagnotte pour soutenir le policier, parce que il y avait des citoyens français qui étaient tannés de voir qu'on s'en prend toujours à la police. Et donc, il y avait une cagnotte pour le soutenir dans ses déboires judiciaires. Puis là, Mediapart avait dit, nous, on veut trouver les noms des contributeurs à ça. Donc, leur but, c'est vraiment de ficher, de lister des gens qui sont... d'intimider aussi, il n'y a pas un peu de ça quand tu dis ficher, oui. Est-ce que l'idée c'est ficher et afficher, là? Peut-être, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien exactement, mais tu sais, par exemple, justement, à Lyon, le même syndicat solidaire dont je parlais tout à l'heure, qui est présent à Rennes, mais là, ce qu'ils font là-bas, c'est qu'ils listent les étudiants fachos. Mais là, facho, on attend par là toute personne qui pense moindrement au centre et un peu plus à droite, là. Donc, aussitôt qu'on n'est pas à gauche ou pas d'extrême gauche, là, on est forcément un facho. Ça vient très rapidement, cette qualification-là. Puis là, à Lyon, on est rendu que là, on liste les étudiants qui sont qualifiés de facho. Donc, il y a vraiment comme un dogme de la pensée que je trouve quand même très inquiétant. C'est justement oui, c'est très vertueux. On prône la liberté d'expression, vraiment, en autant que tu t'exprimes un petit peu dans la même ligne de pensée, dans le même paradigme que moi. C'est un peu ça ce que je comprends. Oui, absolument. Puis là, tu sais, mettons, j'ai d'autres exemples. Je sais pas si tu connais Franck Ferrand, qui est un animateur, c'est un vulgarisateur de l'histoire de France, qui est très présent à la radio et tout ça. Puis là, récemment, il y avait justement un média de gauche qui disait « vous voyez, c'est un homme qui est affilié à des mouvements extrémistes et tout ça. Il a déjà été à CNews, donc à des médias qui sont qualifiés de fascistes, mais dans le fond, qui demeurent modérés malgré tout, qui ont une diversité d'opinions. Puis là, Franck Ferrand, c'est quand même un homme très modéré. Là. C'est pas un homme qui est connu pour des positions extrémistes. Mais là, toute personne qui dévie un petit peu de la gauche, là, il est vu comme quelqu'un de dangereux, dont il faut se méfier.
Donc là, c'est ça, c'est de ça que parlait l'article, c'est que justement, là, ça devient très difficile dans le milieu journalistique de penser autrement. Pas juste les chroniqueurs, mais vraiment chez les journalistes, dans le monde du journalisme. Puis on le voit notamment chez les agences de presse, comme l'agence France Presse, qui est connue comme quelque chose de très sérieux, qui est repris un peu partout dans le monde francophone, dans les journaux francophones. Mais même eux, il y a une enquête qui a été faite parmi les employés, et quasiment tous les employés votent à gauche ou à l'extrême gauche. Donc, encore une fois, on est dans cette idée que même les agences de presse qui sont connues pour... on connaît leur réputation pour la neutralité, la rigueur, mais finalement, on voit que parfois, il y a aussi des biais qui sont présents chez eux. Ouais, je pensais que déontologiquement, il y avait comme une certaine responsabilité de neutralité, mais là, ouais, c'est ça. C'est comme peut-être qu'ils se font avaler par le mouvement de masse. Mais moi, ça me fascine, cette espèce de dogmatisme, dans le fond, chez les gens de la gauche, là, je vais le dire. Puis je me considère plus à gauche qu'à droite, mais je pense que je suis quelque part dans un beau centre-milieu, peut-être. Mais non, puis je veux pas être juste dans du préjugé, mais je trouve qu'il y a beaucoup de dogmatisme à dire si tu ne penses pas comme moi. Puis je les ai eus, ces débats-là, en politique, puis tu t'imagineras bien de quel parti je parle quand je fais référence à ça. Puis des candidats sur le terrain, puis des militants, puis des membres que je croisais comme citoyens. Puis à quelque part, je me disais, waouh, c'est quand même fascinant. On n'est pas capable d'avoir... Puis je considère que je suis quelqu'un de nuancée et à l'écoute et ouverte dans nos échanges. Moi, je demande juste à être convaincue de peu importe ce qui va être convaincu. Si tes arguments sont bons, je vais les suivre. Mais il y a un dogmatisme et déjà, si t'es pas du même parti que moi, ça marchera pas. C'est sûr qu'on ne peut pas partager une opinion qui se ressemble sur un enjeu social. OK, d'accord. Puis après ça, c'est ça, il y a quelque chose de vertueux, de dogmatique, d'idéologique, de si t'es avec moi ou t'es contre moi. Tu sais, je suis comme tabarouette. OK. C'est une logique de guerre civile, parce que la démocratie, telle qu'on devrait l'entendre, c'est plutôt, on est des adversaires et non des ennemis. On est capable de serrer la main après un débat. Puis justement, on est capable de se dire que sur certains points, on peut avoir des atomes crochus. Mais là, si on est justement dans l'idée dont tu parles, que là, il n'y a plus de d'accord, c'est impossible, on est toujours en guerre, on est toujours en conflit. Oui, mais c'est un peu ça. Oui, c'est mais ça. La politique au départ, c'est le conflit. La politique au départ, c'est le conflit, mais en même temps, s'il y a juste trop de conflits, là, ça devient une logique de guerre civile. Puis là, on est comme beaucoup trop divisé. Tandis que là, justement, on pourrait trouver des terrains d'entente ou au moins converser, discuter. Donc, moi, je pense que ça reste important d'avoir une ouverture d'esprit, une ouverture au dialogue, parce que s'il n'y a plus ça, là, on n'avance plus dans l'esprit. C'est-à-dire que chacun fait juste défendre sa chapelle. Donc là, on le voit non seulement dans le milieu journalistique, mais comme tu me dis aussi, le milieu politique. Mm-hmm. Mais tu sais, je me rappelle aussi, il y a 1 an, les jeunes journalistes, ici même au Québec, voulaient changer les règles de la déontologie. Je sais pas si tu t'en souviens, mais c'était pour dire qu'on avait le droit de faire du journalisme d'opinion. C'était le débat entre qu'est-ce qu'une opinion, puis on a le droit d'être une opinion, puis on a le droit comme journaliste de ne pas seulement faire, moi ce que j'appelais du journaliste, là, de rapporter des faits, puis être neutre dans l'analyse d'une situation. Puis là, c'est comme, non, là, on veut ouvrir sur l'opinion puis le positionnement. Mais c'est un débat qui est hyper intéressant, mais qui est très glissant aussi. Oui, absolument. Par exemple, même ici au Québec, je trouve que c'est rare qu'on a eu une couverture, je dirais, honnête et rigoureuse, par exemple, aux États-Unis, du Parti républicain puis de ces mouvements-là qui gravitent autour. Parce que souvent, on va dire, aussitôt qu'on parle de ces mouvements-là, là, on va pointer QAnon, puis on va dire, vous voyez, c'est tout gravite autour de cette affaire-là. Là. Mais en fait, les choses sont beaucoup plus nuancées. Et si on prend le temps de vraiment lire ce qu'ils écrivent, ce qu'ils disent, on se rend compte que c'est quand même beaucoup plus nuancé. Puis il y a aussi des intellectuels conservateurs aux États-Unis qui sont des gens plus nuancés, plus brillants, qui ont des critiques à faire à l'égard de leur mouvement. Puis c'est la même chose d'un bord comme de l'autre. Mais comment t'expliques ça? Est-ce que c'est la volonté d'être consensuel? De ne pas déplaire. Mais au Québec, c'est certaines continuations très consensuelles. Voilà, c'est ça. J'en reviens à un des débats qu'on avait eu sur, on débat pas beaucoup, puis même quand on débat, on a tendance à dire, oui, je suis assez d'accord avec toi. On s'est mal compris. Oui, on s'est mal compris. Je vais mettre une opinion, mais prends-le pas personnel. On dit la même chose dans le fond, Philippe. Oui, c'est ça depuis le début. Hein. Exactement. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être une volonté d'être relativement consensuel, de ne pas déplaire. Donc, est-ce que c'est ça qui vient teinter le journalisme? Non seulement ça, je dirais, mais aussi, puisque dans le monde du journalisme, si on veut monter sa carrière, il faut adopter les mêmes opinions que l'ensemble de la rédaction, si on veut. Puis, donc, il peut y avoir un effet de groupe qui fait en sorte que si tu veux être dans le groupe puis monter les échelons, il faut que tu aies les mêmes opinions. Donc, c'est juste normal. On trouve ça dans toutes sortes de milieux, d'ailleurs, là, dans l'entreprise, n'importe où. Même dans le droit, on a su que pendant longtemps, le droit, c'est très libéral. Donc, mais est-ce que... Je veux dire, dans un journal, encore là, je veux dire, tu as une tête éditoriale qui est là, tu as une
pas éditorial, excuse-moi, mais t'as une équipe de rédacteurs. Oui. Là. Est-ce que c'est pas un peu la responsabilité de s'assurer justement que tu as des opinions qui divergent, puis au-delà des opinions, que factuellement, ce soit le moins biaisé? Je sais pas si tu peux faire confiance à ce que tu dis. Mais je pense que c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être honnêtes dans l'idée qu'ils s'imaginent vraiment, je parlais d'indépendance, déontologie de la presse. C'est ça la revendication des journalistes de gauche. Mais ces gens-là sont vraiment, il y en a sûrement qui sont honnêtes dans leurs revendications, c'est-à-dire qu'ils s'imaginent vraiment que penser à droite, c'est ne pas être rigoureux. Donc, ces gens-là, je pense qu'il y a une absence de curiosité intellectuelle parce qu'ils se disent, ceux qui pensent différemment de nous, c'est parce qu'ils veulent mousser les mauvaises pulsions de la plèbe. Puis là, nous, on est là pour guider le peuple, pour lui montrer la lumière de la raison. Donc, je pense qu'il y a vraiment des schèmes de pensée comme ça qui disent, regardez, nous, on a raison, puis on inculque au bon peuple la bonne manière de penser. Puis là, il y a des populistes méchants comme Le Valeur Actuelle et d'autres médias qui disent des fausses informations, qui font croire n'importe quoi, alors que nous, on est là pour garder la raison, garder la véritable vérité. Alors que, justement, je pense qu'il y a une absence de curiosité intellectuelle chez plusieurs personnalités plus de gauche. Parce qu'ils sont habitués de rester entre eux, puis de lire leurs auteurs entre eux, de rester dans leurs mêmes opinions, leurs préjugés. Puis il y a des avantages aussi. Je pense que c'est notre ami David Santorossa qui parle du privilège woke. Mm-hmm. Il y a un privilège au fait d'adhérer aux bonnes opinions pour justement monter l'échelon social, avoir un bon statut, à l'université, avoir les bourses, avoir les chaires de recherche et tout ça. Donc il y a toutes sortes d'avantages à graviter autour de ça. Tandis que à penser autrement, c'est plus risqué. Bon, parlant de... Tu vas trouver que c'est peut-être biaisé mon intro de ma prochaine question, là, mais parlant de gauche, d'éthique, de neutralité, tu penses quoi du petit revers auquel fait face Québec solidaire avec l'élection d'un candidat qu'ils n'ont pas appuyé? Qu'ils n'ont pas appuyé. Mais c'est-à-dire que moi, de ce que j'ai entendu dire, c'est que ce candidat-là, ça fait plusieurs fois qu'il s'essaye aux élections dans ce comté-là. Donc, je pense que ça devrait aller de soi que naturellement, il se présente, parce que ça fait quand même des années qu'il fait plusieurs efforts. Donc, il me semble que ça devrait aller de soi. Puis après, moi, j'ai pas aimé quand Ruba Gazal a dit là, il faudrait juste mettre des femmes dans les comtés gagnables. Mais c'est une motion de Québec solidaire. Ah oui? Oui, elle l'a répété en plus, mais c'est une motion qui a été adoptée par Québec solidaire, que c'est des candidatures féminines qui devraient être mises dans des circonscriptions gagnables. T'sais. Oui, mais à un moment donné, c'est comme un sexisme inversé. Parce que là, on dit, là, pour faire avancer la cause des femmes... le favoritisme. Absolument. Mais là, c'est parce que pour faire avancer la cause des femmes, on exclut les hommes. Tandis que moi, c'est pas l'idée que j'ai de faire avancer la cause des femmes. Parce que sinon, tout ce que ça va faire, c'est qu'il va y avoir un effet boomerang. Parce que là, il y a des hommes il va y avoir un backlash, tout simplement. Parce qu'ils vont se dire, il y a plein d'hommes qui vont se dire, on est exclus partout, on veut plus de nous. Donc là, ça va être le retour, si on veut, viriliste, si on veut dire, dans l'hypertrophie, si on veut. T'sais, si on n'est pas capable d'accepter les différences, si on n'est pas capable d'accepter que hommes et femmes, c'est correct que ces deux-là aient les mêmes chances, mais là, il va simplement avoir un retour en force qui va pas être beau à voir. Puis c'est correct. C'est correct que ce soit un homme, là, puis n'importe quoi, là. Je veux dire, il n'y a pas à exclure quelqu'un sur la base de son sexe, de sa couleur de peau ou n'importe quoi. Là. Non, moi, ce qui me rend inconfortable, il y a une question de... Là, on est vraiment de la discrimination positive, oui, parce que, je veux dire, il y a un appel aux candidatures féminines, puis là, leur objectif, justement, c'est d'avoir un caucus qui est paritaire. Le bout qui me rend mal à l'aise là-dedans, puis que je trouve particulièrement hypocrite, puis j'ai pas d'autre mot que ça, c'est de faire des investitures, de dire aux militants, vous avez la voix, vous allez choisir votre membre, mais on va vous dire qui prendre, contre, parce que ce serait ce candidat-là. Ben, rendu là, si tu veux absolument que ta candidate, ce soit telle personne, puis que ce soit une femme, ben, go, tu sais, je veux dire, nomme-la, là, je veux dire, tous les partis, là, la CAQ nomme ses candidats, le PLQ font quelques investitures, mais pas beaucoup, ils nomment leurs candidats. C'est le choix, c'est le privilège d'un chef ou d'un parti de le faire. Donc, tu sais, je veux dire, assume, puis soit cohérent, puis soit pas... tu sais, je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie là-dedans. On vous laisse le choix, mais on vous dit quoi choisir. Oui, c'est ça le problème. Puis en plus, tu sais, la plupart des partis politiques, leur démocratie interne, c'est un peu une façade, là, on va se le dire. Là, pour avoir milité, toi-même, si tu connais ça, ben, il y a souvent, tu sais, il y a des... Il y a beaucoup de jeux de coulisses. C'est ça. Tu sais, il y a des clics qui se battent entre eux. C'est pas vraiment la belle démocratie. Il y a une préposition, puis là, tout le monde vote selon sa conscience. C'est pas exactement ça qui se passe, là. Il y a justement des jeux de coulisses, peu importe le parti politique, par ailleurs. Donc, à Québec solidaire, moi, je serais pas du tout étonné que ce parti qui prône à punir la démocratie horizontale, directe, participative, mais dans les faits, il y a des jeux de coulisses pour faire placer les amis, les gens qui sont proches d'un tel.
Donc, comme tu dis, justement, c'est assez hypocrite de dire on appelle à tout le monde, on veut la démocratie, mais justement, il y a quand même des leaders qui imposent leur choix. Puis justement, je pense que quand on est devant un leadership informel, parce que Québec solidaire refuse de dire qu'ils ont un chef, ils ont juste 2 co-porte-parole. Mais quand on n'officialise pas, quand on ne légitime pas de manière institutionnelle un chef, mais il va avoir un leadership informel qui va se faire et qui va être plus tyrannique que quelqu'un qui est officiellement chef. Parce que quand c'est officiel que quelqu'un est un chef, mais là, il y a des limites qui sont posées. Il y a un cadre qui est posé. Alors que si on est devant un leadership informel, comme c'est dans le cas des co-porte-parole, mais là, il n'y a plus vraiment de limites. Ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, puis il n'y a pas de règlement, puis ils peuvent faire leur jeu de coulisses. Donc, je pense que c'est important d'avoir des cadres pour avoir une autorité qui est moins rigide. Je te rejoins totalement là-dessus. Là, pour de vrai, là, c'est pas pour être consensuel, mais moi aussi, en tout cas, je pense que ça les mine sur plein de dossiers Québec solidaire, toutes ces incohérences-là aussi, puis le manque de clarté au niveau de leur gouvernance puis de leur structure. Absolument. Philippe Lorange, toujours un plaisir de discuter avec toi, étudiant à la maîtrise en sociologie. Merci. Merci.